après le romantisme démasqué qui nous menait des premiers écrits de Gustave Flaubert à Madame Bovary, le club d'essai de la radiodiffusion française nous a guidés dans l'atelier du chef-d'œuvre qu'est l'éducation sentimentale jusqu'à celui de Bouvard et Pécuchet. Flaubert convoque, avec ses lecteurs, la réalité du XIXe siècle. Un tour de force intellectuelle, selon Pierre Bergogneau, qui touche à l'essence même de la réalité, de l'être, et stimule l'esprit, une vigoureuse protestation morale qui entraîne le cœur. L'art et la vie de Gustave Flaubert, troisième partie, cette nuit, Flaubert à travers sa correspondance, proposée par Marthe Robert et Arthur Adamoff, réalisation Alain Trutta, avec dans le rôle titre Fernand Ledoux. Dans les deux précédentes émissions qui présentaient Flaubert et son œuvre, nous avons essayé de mettre en lumière les aspects les moins familiers d'un auteur d'autre part fort bien connu. Nous l'avons fait naturellement, pas à pas, en suivant le développement chronologique de l'œuvre de ses débuts à sa fin, en faisant appel aux données biographiques et à la partie de la correspondance propre à éclairer la genèse de la création littéraire. Une telle démarche pouvait difficilement rendre compte de l'originalité foncière d'un écrivain qui, malgré les apparences, ne fut point solidaire des mouvements littéraires de son temps et qui, aujourd'hui encore, reste seul sur l'inconfortable sommet où la postérité l'a placé. En quoi consiste profondément cette originalité de Flaubert ? Elle tient d'abord sans aucun doute à un tempérament d'homme et d'écrivain exceptionnel dans notre littérature. Elle tient aussi à une conception de l'art extrêmement précise et constante qui, résultant de ce tempérament particulier, assure fortement l'unité de la personne et de l'œuvre. Enfin et surtout, elle réside dans la manière dont cette conception de l'art se trouve traduite, dans les moyens techniques qu'elle emploie pour se réaliser. Ainsi, nous nous proposons désormais non plus d'évoquer tel ou tel point particulier de la vie de Flaubert, tel ou tel roman dans son contenu propre ou son sujet, mais de cerner d'aussi près que possible la personnalité vivante de l'auteur, de lui donner en quelque sorte directement la parole, pour mieux la retrouver ensuite dans le monde fictif qu'elle a créé à dessein méconnaissable et qui pourtant est à son image. On le sait, Flaubert disait « L'auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part. » Si c'est là une gageure, il l'a tenue sans hésiter et sans faiblir. Mais plus il s'est retiré volontairement de ses livres qu'il voulait impersonnels, plus il s'est découvert dans sa correspondance, comme s'il voulait se dédommager là du silence rigoureux dont il se faisait un devoir ailleurs. Dans toutes ses lettres, en effet, Flaubert se livre tout entier, et c'est en le regardant vivre, en l'entendant parler à ses amis, crier sa tristesse, son indignation ou son désespoir, que l'on pressent ce qu'il pousse à écrire et lui impose la loi impérieuse qui gouverne son art. Ce qui surprend d'abord, et peut-être même déçoit, à la lecture de la correspondance de Flaubert, c'est que son style ne peut à aucun degré se comparer à celui de l'œuvre. Il est le plus souvent relâché, par fréquemment noté cette différence de niveau entre les lettres et les romans. Proust, étudiant le style de Flaubert, s'en étonne. Et peut-être plus qu'il ne convient. Il remarque en effet cette hausse brusque et apparente que subit le talent d'un écrivain dès qu'il improvise, ou d'un peintre qui dessine comme Ingres sur l'album d'une dame laquelle ne comprend pas ses tableaux. Cette hausse devrait être sensible dans la correspondance de Flaubert. Or, c'est plutôt une baisse qu'on enregistre. Cette anomalie se complique de ceci que tout grand artiste qui, volontairement, laisse la réalité s'épanouir dans ses livres, se prive de laisser paraître en eux une intelligence, un jugement critique qu'il tient pour inférieur à son génie. Mais tout cela qui n'est pas dans son œuvre déborde dans sa conversation, dans ses lettres. Celles de Flaubert n'en font rien paraître. Proust oublie que, quels qu'aient pu être les motifs intérieurs qui dictaient à Flaubert son extrême réserve en art, elle coïncidait en tout cas avec les terribles difficultés qu'il connaissait dans son travail. Après des heures de discipline acharnée à laquelle il se condamnait chaque jour, il avait sans doute tout simplement besoin de se laisser aller, de se détendre, quand il se trouvait non plus devant le public, mais devant sa famille ou ses amis. Et se laisser aller, cette absence totale de recherche et de pause, nous est peut-être plus précieux que ne le serait une perfection formelle. Car si Proust a presque raison de regretter qu'on ne trouve pas dans les lettres de Flaubert les idées d'un cerveau de premier ordre,
Il a grand tort de ne pas y découvrir la marque d'une nature exceptionnellement riche et généreuse. Par quoi, en effet, se distingue-t-elle? Ces lettres, adressées au jour le jour à des amis, proches ou lointains, à des correspondants, parfois obscurs, parfois célèbres, à des femmes aimées, mères, parentes ou amies. Si l'on devait les reconnaître parmi d'autres lettres d'écrivains, c'est à coup sûr au ton qu'on les reconnaîtrait. Chaleureux, plein de gentillesse et de bonhomie, il traduit à la lettre les élans d'un être qui, en dépit de la discipline inhumaine à laquelle il se contraint, aime passionnément la vie et les hommes. Et tout au long des jours qui ne cesseront de s'assombrir, le ton de Flaubert dans sa correspondance restera celui d'une adolescence passionnée, exigeante et merveilleusement puérile. Il n'y a pas jusqu'à ces jeux de mots et allusions, à ce surnom que se donne l'amitié, à cette mythologie personnelle dont le langage est complice, qui ne révèle qu'une jeunesse tenace, en dépit des attaques de la vie. Le bonhomme Cruchard aura beau perdre ses cheveux, sentir le poids de la vieillesse, il gardera toujours la stupéfaction naïve de Saint Polycarpe s'écriant « Mon Dieu, dans quel monde m'avez-vous fait naître ?» Et lui-même sait bien que cette phrase, répétée sur tous les tons, de la plaisanterie à l'indignation ou au désespoir, est en réalité ce qu'il fait vivre. Bonhomie, truculence, extraordinaire fidélité dans l'amitié, détails touchants, tout cela certes se trouve dans les lettres de Flaubert. Mais où est la grandeur? Elle est dans l'orientation implacable de toute une vie et de toute une pensée vers un but unique. En dépit de ses doutes, de sa méfiance à l'égard de lui-même et de son inquiétude, Flaubert a pris dès sa jeunesse la plupart des décisions qu'un homme doit prendre dans sa vie et il ne les a plus remises en question. Si la voie choisie était douloureuse, et Dieu sait si elle l'était, il l'a parcourue jusqu'au bout sans être tenté d'en prendre une plus facile. Cette voie, qu'on peut bien appeler celle du sacrifice, a fait à Flaubert une vie de solitude et d'amertume. Mais le sacrifice a été fait en connaissance de cause et librement accepté. Il devait profiter à la seule chose dont Flaubert n'a jamais douté, au but visible de tous ses efforts, à l'art. Placé devant un conflit analogue, conflit qui met aux prises l'art et l'amour, l'art et la vie dans ses exigences les plus légitimes, Franz Kafka avait pris Flaubert pour maître et ne se jugeait même pas digne de le faire. Il écrit dans son journal « Et puis abandonne cette erreur insensée qui consiste à établir des comparaisons entre toi et Flaubert ou Kierkegaard. C'est absolument puéril. Flaubert et Kierkegaard savaient où ils allaient. Leurs intentions étaient claires. Ils ne calculaient pas et agissaient. » Et de fait, toute la correspondance de Flaubert confirme cette marche sûre vers un but presque inaccessible qui suppose un renoncement et une ascèse. Mais Flaubert ne serait pas l'homme vibrant qu'il devait être pour écrire son œuvre si ce renoncement et cette ascèse avaient détruit en lui l'amour et l'enthousiasme. Lui qui se vantait, et parfois même un peu trop haut, de ne pas souffrir du manque de femmes ni de la privation de la plupart des joies ordinaires, trouve pour écrire à sa mère une chaleur du cœur qui révèle sa vraie nature. Les lettres à sa bonne vieille, écrites dans les rares intervalles où il s'était éloigné d'elle pour voyager, témoignent d'une sollicitude inquiète, d'une tendresse pleine de pitié et de crainte qui ne peuvent être le fait d'un cœur desséché. Voici 2 lettres qu'il écrivit dans la même journée, le jour de son départ pour l'Orient, le 26 octobre 1849. Tu dors sans doute maintenant, pauvre vieille chérie. Comme tu as dû pleurer ce soir. Et moi aussi, va. Dis-moi comment tu vas, ne me cache rien. Songe, pauvre vieille, que ce me serait un remords épouvantable si ce voyage te faisait trop de mal. Max est bien bon, sois sans crainte, j'ai trouvé nos passeports prêts. Tout a été comme sur des roulettes, c'est bon signe. Adieu. Voilà la première lettre, les autres succéderont bientôt. Je t'en enverrai demain une plus longue. Et toi, écris-moi des volumes, dégorge-toi. Adieu, je t'embrasse de tout mon cœur plein de toi. 1000 caresses. Une journée de passé, pauvre vieille, c'est sans doute la pire. Comme tu as dû t'ennuyer aujourd'hui. Je me figure ta bonne mine pensive. J'attends demain une lettre de toi. Il est bien convenu entre Max et moi que si une fois l'Égypte vue, nous nous sentons fatigués ou que l'envie de toi me prenne, ou que tu me rappelles, je reviens. Ainsi ne te tourmente pas par avance, sois sans crainte. Il me semble que l'envie de te revoir me ferait revenir à travers tout.
Ah, comme je t'embrasserai au retour, pauvre vieille. L'amour de sa mère, qui se fait avec l'âge de plus en plus triste et inquiet, est le seul que Flaubert se soit permis de nourrir et de laisser entrer dans sa vie. Ce privilège de l'amour filial, une explication que Flaubert lui-même accepte, comme on le verra plus loin, de son attitude envers la vie et le mariage. Dans la lettre suivante, il explique à sa mère pourquoi il ne peut pas se marier. Et si, dans ses raisons, il donne la priorité à une volonté inébranlable de vivre selon ses exigences les plus profondes, il laisse à la fin percer peut-être la vraie raison de son cœur. À quand ma noce, me demandes-tu, à propos du mariage de Haye? À quand? À jamais, je l'espère. Autant qu'un homme peut répondre de ce qu'il fera, je réponds ici de la négative. Le contact du monde auquel je me suis énormément frotté depuis 14 mois me fait de plus en plus rentrer dans ma coquille. Le père parrain qui prétend que les vacances changent se trompe. Quant à moi, tel je suis parti, tel je reviendrai, seulement avec quelques cheveux de moins sur la tête et beaucoup de paysages de plus dedans. Voilà tout. Pour ce qui est de mes dispositions morales, je garde les mêmes jusqu'à nouvel ordre. Et puis s'il fallait dire là-dessus le fond de ma pensée et que le mot n'eût pas l'air trop présomptueux, je dirais que je suis trop vieux pour changer. J'ai passé l'âge. Quand on a vécu comme moi d'une vie tout intime, pleine d'analyses turbulentes et de fougues contenues, quand on s'est tant excité soi-même et calmé tour à tour, et quand on a employé toute sa jeunesse à se faire manœuvrer l'âme comme un cavalier fait de son cheval, qu'il force à galoper à travers champs, à coups d'éperon, à marcher à petits pas, à sauter des fossés, à courir au trot et à l'amble, le tout rien que pour s'amuser et en savoir plus, eh bien, veux-je dire, si on ne s'est pas cassé le cou dès le début, il y a de grandes chances pour qu'on ne se le casse pas plus tard. Moi aussi, je suis établi, en ce sens que j'ai trouvé mon assiette comme centre de gravité. Je ne présume pas qu'aucune secousse intérieure puisse me faire changer de place et tomber par terre. Le mariage serait pour moi une apostasie qui m'épouvante. La mort d'Alfred n'a pas effacé le souvenir de l'irritation que cela m'a causée. Ça a été comme pour les gens dévots la nouvelle d'un grand scandale donné par un évêque. Quand on veut petit ou grand se mêler des œuvres du bon Dieu, il faut commencer, rien que sous le rapport de l'hygiène, par se mettre dans une position à n'en être pas la dupe. Tu peindras la vie, l'amour, les femmes, la gloire, à condition, mon bonhomme, que tu ne seras ni ivrogne, ni amant, ni mari, ni tourlourou. Mêlé à la vie, on la voit mal, on en souffre, on en jouit trop. L'artiste, selon moi, est une monstruosité, quelque chose hors nature. Tous les malheurs dont la Providence l'accable lui viennent de l'entêtement qu'il a à nier cet axiome. Il en souffre et en fait souffrir. Qu'on interroge là-dessus les femmes qui ont aimé des poètes et les hommes qui ont aimé des actrices. Or, c'est la conclusion, je suis résigné à vivre comme j'ai vécu, seul, avec une foule de grands hommes qui me tiennent lieu de cercle, avec ma peau d'ours, étant un ours moi-même, etc. Je me fiche du monde, de l'avenir, du qu'en dira-t-on, d'un établissement quelconque, et même de la renommée littéraire qui m'a jadis fait passer tant de nuits blanches à la rêver. Voilà comme je suis. Tel est mon caractère. Si je sais par exemple à propos de quoi me vient cette tartine de 2 pages, que le diable m'emporte, pauvre chère vieille. Non, non, non. Quand je pense à ta bonne mine, si triste et si aimante, au plaisir que j'ai à vivre avec toi, si pleine de sérénité et d'un charme si sérieux, je sens bien que je n'en aimerai jamais une autre comme toi. Va, tu n'auras pas de rival, n'aie pas peur. Les sens, la fantaisie d'un moment ne prendront la place de ce qui est resté enfermé au fond d'un triple sanctuaire. On ira peut-être sur le seuil du temple, mais on n'entrera pas dedans. Cette lettre jette un jour singulier sur la passion de Flaubert pour Élisa Schlesinger. Passion à laquelle, cependant, on doit l'éducation sentimentale et, plus indirectement, Madame Bovary. Si l'image de sa mère estompait à ses yeux celle de toutes les femmes, qu'était alors pour lui celle qui fut l'unique amour? À lire les lettres qu'il lui adresse à intervalles espacés, on est pris d'un soupçon. Ne l'a-t-il pas aimé précisément parce que, marié et éloigné de lui par toutes sortes de circonstances,
elle ne risquait pas d'entrer dans sa vie. Avec ses contours flottants et sa grâce un peu floue, elle peut aisément se superposer à la figure bien réelle de sa mère, à laquelle elle ajoute l'attrait de la poésie sans jamais devenir menaçante. Les lignes suivantes, extraites d'une lettre à Élisa Schlesinger, montrent bien dans quel univers de souvenirs vagues Flaubert entendait demeurer quand il s'adressait à elle. Je m'associe du plus profond de l'âme au souhait de bonheur que vous faites pour votre cher enfant. Moi qui suis certainement sa plus vieille connaissance. Car je me la rappelle à 3 mois sur le quai de Trouville, au bras de sa bonne, et tambourinant contre les carreaux pendant que vous étiez à table dans le coin. Il y avait eu un bal par souscription, et une couronne en feuilles de chêne était restée suspendue au plafond. Vous rappelez-vous ce soir de septembre où nous devions tous nous promener sur la Touques, quand la marée survenant, les câbles se sont rompus, les barques entrechoquées, etc. Ce fut un vacarme affreux. Et Maurice, qui avait rapporté de Honfleur et appuyé un melon gigantesque sur son épaule, retrouva de l'énergie pour crier plus fort que les autres. J'entends encore sa voix vous appelant dans la foule « Za! Za !» Ainsi, même après 25 ans, Flaubert parle toujours à Madame Schlesinger sur le ton vague du respect et d'une amitié qu'il accorde du reste également au mari. Si l'on ne possédait pas dans les mémoires d'un fou, et surtout dans l'éducation sentimentale, la preuve de l'importance que cette aventure de jeunesse a eue dans sa vie, on ne pourrait guère la deviner, pas même par les lettres à Louise Collet, quand celle-ci le presse de questions sur sa vie intime. Car Louise Collet, elle, voulut pénétrer dans le triple sanctuaire. Et les lettres que Flaubert lui adresse le montrent bien décidé à en défendre l'accès. Pour en revenir à Madame F., Madame Schlesinger, voilà avec elle toute la vérité. J'ai eu d'autres aventures plus ou moins drôles, mais de toutes ces bêtises-là, qui même dans le temps ne m'entraient pas bien avant dans le cœur, je n'ai eu qu'une passion véritable, je te l'ai déjà dit. J'avais à peine 15 ans, ça m'a duré jusqu'à 18 ans. Et quand j'ai revu cette femme-là, après plusieurs années, j'ai eu du mal à la reconnaître. Je la vois encore quelquefois, mais rarement, et je la considère avec l'étonnement que les émigrés ont dû avoir quand ils sont rentrés dans leur château délabré. Est-il possible que j'ai vécu là? Et on se dit que ces ruines n'ont pas toujours été ruines, et que vous êtes chauffé à ce foyer délabré, où la pluie coule et où la neige tombe. Il y aurait une histoire magnifique à faire, mais ce n'est pas moi qui la ferai, ni personne, ce serait trop beau. C'est l'histoire de l'homme moderne depuis 7 ans jusqu'à 90 ans. Celui qui accomplira cette tâche restera aussi éternel que le cœur humain lui-même. Il semble que Louise Collet ait fait un grand effort pour comprendre ce qui, dans Flaubert, devait lui apparaître comme un étrange mystère. À toutes les questions qu'elle lui pose sur ce qu'il veut, sur ce qu'il pense, sur son passé, il répond avec sincérité, certes, mais sans fournir la clé qui l'expliquerait entièrement. Les lettres à Louise Collet, quelque affectueuses et parfois tendres qu'elles soient, laissent bien souvent percer de l'impatience, une certaine ironie, et surtout le désir de rester libre. Enfant, ta folie t'emporte. Calme-toi, tu t'irrites contre toi-même, contre la vie. Je t'avais bien dit que j'avais plus de raison que toi. Crois-tu aussi que je ne sois pas à plaindre? Ménage tes cris, ils me déchirent. Que veux-tu faire? Puis-je quitter tout et aller vivre à Paris? C'est impossible. Si j'étais entièrement libre, j'irais, oui. Car toi étant là, je n'aurais pas la force de m'exiler. Projet de ma jeunesse qu'un jour j'accomplirai. Car je veux vivre dans un pays où personne ne m'aime, ni ne me connaisse, où mon nom ne fasse rien tressaillir, où ma mort ou mon absence ne coûte pas une larme. J'ai été trop aimé, vois-tu, tu m'aimes trop. Je suis rassasié de tendresse et j'en veux toujours, hélas. Si je ne peux venir à Paris, c'est qu'il faut que je reste ici. Ma mère a besoin de moi. La moindre absence lui fait mal. Sa douleur m'impose 1000 tyrannies inimaginables. Ce qui serait nul pour d'autres est pour moi beaucoup. Je ne sais pas envoyer promener les gens qui me prient avec un visage triste et des larmes dans les yeux. Je suis faible, comme un enfant. Et je cède parce que je n'aime pas les reproches, les prières, les soupirs. Encore un coup, pauvre âme. Je t'assure que si je pouvais non pas aller à Paris, mais y vivre avec toi, près de toi du moins, je le ferais. Mais... Hélas... On notera la manière dont vivre avec toi est imperceptiblement rectifié par le « près de toi du moins ». En fait, Flaubert n'a jamais songé à vivre avec Louise Collet, pas plus qu'avec une autre femme.
Au fond de sa volonté systématique de solitude, volonté qui prenait la valeur d'un acte spirituel, il y avait sans doute une grande peur, celle de la femme, de l'amour, du bonheur. C'est cette peur qui se découvre dans la lettre suivante, où le souvenir relaté garde la trace du sentiment violent qui l'a accompagné. Tu dis un mot bien vrai. L'amour est une grande comédie, et la vie aussi, quand on n'y est pas acteur. Seulement, je n'admets pas que ça fasse rire. Il y a à peu près 18 mois, j'ai fait cette expérience sur nature vivante. C'est-à-dire que l'expérience est trouvée faite d'elle-même. Je fréquentais une maison où il y avait une jeune fille charmante, admirablement belle, d'une beauté toute chrétienne et presque gothique, si je puis dire. Elle avait un esprit naïf, facile à l'émotion. Elle pleurait et riait de tour à tour, comme il fait tour à tour pluie au soleil. J'agitais au gré de ma parole tout ce beau cœur, où il n'y avait rien que de pur. Je la vois encore couchée sur son oreiller rose et me regardant quand je lisais, avec ses grands yeux bleus. Un jour, nous étions seuls, assis sur un canapé. Elle me prit la main, me passa ses doigts dans les miens. Je me laissais faire sans penser à rien du tout, car je suis très innocent la plupart du temps. Et elle me regardait avec un regard qui me fait froid encore. Sa mère entra là-dessus, elle comprit tout et sourit. Je suis sûr que la pauvre petite s'était laissée aller à un moment de tendresse invincible, à une de ces fadeurs de l'âme où il semble que tout ce qu'on a en vous se liquéfie et se dissout. Agonie voluptueuse qui serait pleine de délices si on n'était pas prêt à éclater en sanglots ou à fondre en larmes. Tu ne peux pas te figurer l'impression de terreur que j'en ai ressentie. Je suis revenu chez moi bouleversé et me reprochant de vivre. Je ne sais pas si je me suis exagéré la chose. Mais moi qui ne l'aimais pas, j'aurais donné ma vie pour acheter ce regard d'amour triste, auquel le mien n'avait pas répondu. Comme on peut s'y attendre, c'est dans les lettres à Louise Collet que Flaubert révèle le mieux l'ambiguïté de sa situation. Il essaie de se faire comprendre d'elle et de se peindre assez clairement pour atténuer les malentendus. Il est bien significatif que ce soit à elle qu'il écrit la lettre suivante, où se découvre une fois de plus son attrait et son refus de la sexualité. C'est peut-être un goût pervers, mais j'aime la prostitution, et pour elle-même, indépendamment de ce qu'il y a en dessous. Je n'ai jamais pu voir passer au fût du gaz une de ces femmes décolletées sous la pluie sans un battement de cœur. De même que les robes des moines avec leurs cordeliers à nœuds me chatouillent l'âme en je ne sais quel coin ascétique et profond. Il se trouve en cette idée de la prostitution un point d'intersection si complexe, luxure, amertume, néant des rapports humains, frénésie du muscle et sonnement d'or, qu'en y regardant au fond, le vertige vient. Et on apprend là tant de choses. Je ne fais qu'un reproche à la prostitution, c'est que c'est un mythe. La femme entretenue a envahi la débauche, comme le journaliste la poésie. Nous nous noyons dans les demi-teintes. La courtisane n'existe pas plus que le sein. Il n'y a plus que des soupeuses et des lorettes. Ce qui même est encore plus fétide que la grisette. Attrait et refus de la femme, de l'enfant, de la famille, tout se tient ici. Il n'y a pas de faille. La décision terrible que Flaubert a prise une fois, à une époque de crise, sera maintenue coûte que coûte et sans gémissement, car il a décidé de ne pas se plaindre. Et il ne se plaint, mais alors sans retenue, que lorsqu'il sent sa décision menacée. La menace dut être particulièrement grave lorsque Louise Collet se crut sur le point d'avoir un enfant de lui. La lettre suivante trahit un état d'affolement dont, en général, on ne trouve guère trace dans sa correspondance. Mais en dépit du refus qu'elle exprime, refus catégorique et justifié philosophiquement, elle devient émouvante si l'on songe à l'amour de Flaubert pour sa nièce et à l'immense sacrifice que cet amour lui coûta. Ainsi, refusant la paternité et se dévouant à l'enfant d'un autre, Flaubert semble partager le sort de beaucoup de ces personnages qui, empêchés de se réaliser pleinement, tentent de se dédommager et sont victimes de la pauvreté du dédommagement. Je commence par te dévorer de baisers dans la joie qui me transporte. Ta lettre de ce matin m'a enlevé de dessus le cœur un terrible poids. Il était temps. Hier, je n'ai pu travailler de toute la journée. À chaque mouvement que je faisais, ceci est textuel, la cervelle me sautait dans le crâne et j'étais obligé de me coucher à 11 heures. J'avais la fièvre et un accablement général. Voici 3 semaines que je souffrais horriblement d'appréhension. Je ne dépensais pas à toi d'une minute, mais d'une façon peu agréable. Oh oui, cette idée me torturait.
J'en ai eu des chandelles devant les yeux 2 ou 3 fois, jeudi entre autres. Il faudrait tout un livre pour développer d'une manière compréhensible mon sentiment à cet égard. L'idée de donner le jour à quelqu'un me fait horreur. Je me maudirais si j'étais père. Un fils de moi, non, 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 non. Que toute ma chair périsse et que je ne transmette à personne l'embêtement et les ignominies de l'existence. Au fond, Flaubert demandait à Louise Collet de n'être pas une femme, mais un être capable de soumettre son cœur aux dures lois de l'intelligence. Il ne tolère chez elle aucun mouvement spontané du cœur, et quand il lui demande de transmettre une lettre à Madame Chlesinger, il s'étonne de la voir jalouse et lui oppose, non sans dureté, la sagesse de sa mère en pareille circonstance. Je me souviens qu'il y a 10 ans environ, c'était les vacances, nous étions tous au Havre. Mon père y apprit qu'une femme qu'il avait connue dans sa jeunesse, il avait 17 ans, il demeurait avec son fils à l'heure acteur de cette ville. Il l'est encore, au gymnase, je crois. Il eut l'idée de l'aller revoir. Cette femme, d'une beauté célèbre dans son pays, avait été autrefois sa maîtresse. Il ne fit pas comme beaucoup de bourgeois auraient fait, il ne s'en cacha pas. Il était trop supérieur pour cela. Il alla donc lui faire visite. Ma mère et nous 3, nous restâmes à pied dans la rue à l'attendre. La visite dura près d'1 heure. Crois-tu que ma mère en fut jalouse et qu'elle en éprouva le moindre dépit? Non. Et pourtant, elle l'aimait. Elle l'a aimé autant qu'une femme a jamais pu aimer un homme. Et non pas quand ils étaient jeunes, mais jusqu'au dernier jour. Après 35 ans d'union. Pourquoi, toi, te blesses-tu par avance d'un mot de souvenir que j'ai l'intention d'envoyer à Madame Foucault? Je fais plus que mon père, car je te mets entière dans notre conversation. En dernière analyse, l'effort acharné de Flaubert pour écarter de lui les passions, pour échapper à leurs dangers en les faisant servir à l'art, semble s'être accompli au profit de la famille qui reste tout au fond de sa vie intime un lien à part et bien protégé. Tous les souvenirs d'enfance de Flaubert sont marqués par le regret d'un âge d'or disparu. Dans la lettre suivante, c'est un infime événement de l'enfance qui revient et donne à l'homme mûr une joie que l'amertume du présent ne parvient pas à gâter. Sais-tu que pendant mon enfance, les princesses arrêtaient leur voiture pour me prendre dans leurs bras et m'embrasser. Un jour que la duchesse de Berry passait à Rouen et qu'elle se promenait sur les quais, elle me remarqua dans la foule, tenue dans les bras de mon père, qui m'élevait pour que je puisse voir le cortège. Sa calèche allait au pas, elle la fit arrêter et prit plaisir à me considérer et à me baiser. Mon pauvre père entra bien heureux de ce triomphe. C'était bien sûr le seul que je remporterais jamais. Je tressaille encore au mouvement de joie orgueilleux qui a dû remuer ce grand et bon cœur éteint. Je comprends tout comme un autre ce qu'on peut éprouver à regarder son enfant dormir. Je n'aurais pas été mauvais père. Mais à quoi bon faire sortir du néant ce qui y dort? Faire venir un être, c'est faire venir un misérable. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un misérable et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur? C'est Job qui a dit cela. Aimes-tu ce livre? C'est un des plus beaux qu'on ait fait depuis qu'on en fait. S'il est un mot qui peut résumer toute l'attitude de Flaubert devant la vie, c'est le mot de fidélité. Fidélité aux souvenirs d'enfance, aux amis vivants, aux amis morts, aux admirations littéraires, aux idées et à l'art. Mais cette fidélité n'est peut-être qu'une forme du regret du passé, le passé étant pour lui le lieu où tout était pur et vrai, et le présent un effort pour rejoindre cette pureté. Ainsi, ce que Flaubert aime dans Madame Chlesinger, ce qu'il peindra dans Madame Arnoux, c'est l'idée d'une pureté qui exista jadis. Ainsi, ce qu'il chérit dans ses amis, c'est encore l'image de cette pureté du cœur et de l'esprit, qui toute sa vie lui paraîtra la seule chose digne d'être vécue. Et cette image dure plus que l'amitié elle-même. C'est en son nom que Flaubert se veut sans défaillance, et sa fidélité par-delà la mort est si grande qu'après la mort de son meilleur ami, Alfred Le Poitvin, il reportera sur le neveu de celui-ci, le jeune Guy de Maupassant, toute la grave affection dont la mort l'a frustré. Voici une lettre à Laure de Maupassant, sœur de Le Poitvin et tante du célèbre écrivain. Ta bonne lettre m'a bien touché, ma chère Laure. Elle a remué en moi de vieux sentiments toujours jeunes. Elle m'a apporté, comme un souffle d'air frais, toute la senteur de ma jeunesse, où notre pauvre Alfred a tenu une si grande place. Ce souvenir-là ne me quitte pas. Il n'est point de jour, et j'ose dire presque d'instant, où je ne songe à lui. Je connais maintenant ce qu'on est convenu d'appeler les hommes les plus intelligents de l'époque.
Je les toise à sa mesure, et je les trouve médiocres en comparaison. Je n'ai pas ressenti auprès d'aucun d'eux l'éblouissement que ton frère me causait. Quel voyage il m'a fait faire dans le bleu, celui-là. Et comme je l'aimais. Je crois même que je n'ai aimé personne, homme ou femme, comme lui. J'ai eu, lorsqu'il s'est marié, un chagrin de jalousie très profond. Ça a été une rupture, un arrachement. Pour moi, il est mort 2 fois, et je porte sa pensée constamment comme une amulette, comme une chose particulière et intime. Combien de fois dans les lassitudes de mon travail, au théâtre, à Paris, pendant un entracte, ou seul à croisser au coin du feu dans les longues soirées d'hiver, je me reporte vers lui. Je le revois et je l'entends. Je me rappelle avec délice et mélancolie tout à la fois nos interminables conversations mêlées de bouffonneries et de métaphysique, nos lectures, nos rêves et nos aspirations si hautes. Si je vaux quelque chose, ce sera sans doute à cause de cela. J'ai conservé pour ce passé un grand respect. Nous étions très beaux. Je n'ai pas voulu déchoir. Cette lettre donne le ton de toute la correspondance de Flaubert. Car même s'il s'adresse à des amis récents, il semble toujours appeler des choses lointaines, faire revivre des réminiscences. Le poids du passé entraîne le présent en arrière. Et quand Flaubert écrit à ses amis, c'est toujours un passé commun qu'il invoque pour les encourager, les aider à supporter la vie. Voici 2 fragments de lettres à Louis Bouillet, qui, avec Alfred Le Poitvin, fut le plus cher ami de Flaubert et celui qui connut le plus de preuves de son attachement. Toi aussi, mon fils Brutus, ce qui ne veut pas dire que je sois un César. Toi aussi, pauvre vieux que j'admirais tant pour ton inébranlable foi. Tu as raison de le dire, va. Tu as été beau pendant 2 ans. Et le jour où tu as remporté ce fameux prix d'honneur qui décore la cheminée maternelle, ta mère a pu être fière de toi. Mais elle ne l'a jamais été autant que je l'étais, sois-en sûr. Au milieu de mes lassitudes, de mes découragements et de toutes mes aigreurs qui me montaient aux lèvres, tu étais l'eau de sel, ce qui me faisait digérer la vie. En toi, je me retrempais comme en un bain tonique. Tu étais mon spectacle le plus moral et mon édification permanente. Est-ce que le saint, maintenant, va tomber de sa niche? Allons donc, petit-haut, gueule tout seul dans ta chambre. Regarde-toi dans la glace et relève ta chevelure. Allons, Philippe, éveille-toi. De par l'Odyssée, de par Shakespeare et Rabelais, je te rappelle à l'ordre, c'est-à-dire à la conviction de ta valeur. Allons, mon pauvre vieux, mon Roquentin, mon seul confident, mon seul ami, mon seul déversoir, reprends courage, aime-nous mieux que cela. Tâche de traiter les hommes et la vie avec maestria, style parisien, que tu as en traitant les idées et les phrases. Ce qui frappe dans la plupart de ces lettres, c'est une identification constante de Flaubert à ses correspondants. Quand il essaie de relever le courage de ses amis, on sent bien que c'est là un moyen de s'encourager lui-même. Même quand il s'inquiète de leurs soucis, quand il s'informe de leurs difficultés ou de leurs chagrins, il ne peut le faire qu'en mettant l'accent sur ce qui l'obsède lui-même. Mais cette espèce de monologue intérieur ne doit pas tromper sur la réalité des affections de Flaubert. Il ne se borne pas à soutenir les siens en paroles ou à les exciter au courage. Il agit pour eux, à chaque fois qu'il le peut et dans la mesure de ses forces. Lui qui ne demande jamais rien pour lui-même, qui repousse avec indignation l'idée de solliciter quoi que ce soit et qui, une fois dans la misère, refusera jusqu'au bout toute aide officielle, se dépense pour faire jouer les pièces de Louis Bouillet, use en faveur de son ami de recommandations dont il ne ferait jamais usage pour son propre compte. Et après la mort de celui-ci, il ira jusqu'à solliciter de la municipalité de Rouen une statue à la mémoire de son ami. Les innombrables tracasseries qu'il eut à subir à ce sujet ne furent pas sans aggraver la tristesse et les déceptions de la fin de sa vie. Voici la lettre adressée par Flaubert au conseil municipal de Rouen en 1870. Elle se termine sur des conseils aux jeunes poètes qui sont invités à mettre tout leur espoir dans l'amitié. Puis, quand l'un sera mort, car la vie était trop belle, que l'autre garde précieusement sa mémoire pour lui faire un rempart contre les bassesses, un recours dans les défaillances, ou plutôt comme un oratoire domestique où il ira murmurer ses chagrins et détendre son cœur. Que de fois la nuit, jetant les yeux dans les ténèbres, derrière cette lampe qui éclairait leurs 2 fronts, il cherchera vainement une ombre prête à l'interroger. Est-ce ainsi? Que dois-je faire? Réponds-moi.
Et si ce souvenir est l'éternel aliment de son désespoir, ce sera du moins une compagnie dans sa solitude. Flaubert a inlassablement aidé ses amis. Et non seulement ses amis proches, mais tous ceux qui sont venus à lui parce qu'ils souffraient ou cherchaient une issue aux problèmes de leur vie. À tous ses correspondants, que parfois il ne connaît pas, comme cette mademoiselle Leroyer de Chantepie qu'il n'a jamais rencontrée, Flaubert donne non de gentilles consolations, mais des conseils sans complaisance, qui exigeraient pour être suivis la volonté implacable de Flaubert lui-même à la poursuite de son but. Moins ses correspondants sont proches de lui, plus il montre d'autorité dans l'exposé de sa propre pensée. C'est pourquoi les lettres à mademoiselle Leroyer de Chantepie ou à madame Roger Desgenettes, par exemple, sont parmi les plus importantes pour la compréhension de l'attitude de Flaubert à l'égard de la vie. Voici une lettre à mademoiselle Leroyer de Chantepie qui devait répondre aux doutes d'un esprit tourmenté et égaré dans les problèmes religieux. L'humanité est ainsi, il ne s'agit pas de la changer, mais de la connaître. Pensez moins à vous. Abandonnez l'espoir d'une solution, elle est au sein du Père. Lui seul la possède et ne la communique pas. Mais il y a dans l'ardeur de l'étude des joies d'idéal faites pour les nobles âmes. Associez-vous par la pensée à vos frères d'il y a 3000 ans. Reprenez toutes leurs souffrances, tous leurs rêves, et vous sentirez s'élargir à la fois votre cœur et votre intelligence. Une sympathie profonde et démesurée enveloppera comme un manteau tous les fantômes et tous les êtres. Faites de grandes lectures, prenez un plan d'études, qu'il soit rigoureux et suivi, lisez de l'histoire, l'ancienne surtout. Astreignez-vous à un travail régulier, fatigant. La vie est une chose tellement hideuse que le seul moyen de la supporter est de l'éviter. Et on l'évite en vivant dans l'art, dans la recherche incessante du vrai rendu par le beau. Dans la lettre suivante, toujours adressée à la même correspondante, on notera avec quelle clairvoyance et quel bon sens Flaubert touche aux vraies raisons d'un désarroi qui se dissimule sous les problèmes spirituels. C'est là quelque chose qu'il connaît bien, et ses réflexions, pourtant destinées à un cas particulier, ne tardent pas à prendre les dimensions de ses propres conflits, de sa propre tentation. C'est une triste histoire que celle de cette jeune fille, votre parente, devenue folle par suite d'idées religieuses. Mais c'est une histoire commune. Il faut avoir le tempérament robuste pour monter sur les cimes du mysticisme sans y perdre la tête. Et puis, il y a dans tout cela, chez les femmes, surtout des questions de tempérament qui compliquent la douleur. Ne voyez-vous pas qu'elles sont amoureuses d'Adonis? C'est l'éternel époux qu'elles demandent. Ascétique ou libidineuse, elles rêvent l'amour, le grand amour. Et pour les guérir, momentanément du moins, ce n'est pas une idée qu'il leur faut, mais un fait, un homme, un enfant, un amant. Cela vous paraît cynique. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé la nature humaine. Je suis convaincu que les appétits matériels les plus furieux se formulent insciemment par des élans d'idéalisme, de même que les extravagants charnels les plus immondes sont engendrés par le désir pur de l'impossible, l'aspiration éthérée de la souveraine joie. Et d'ailleurs, je ne sais, et personne ne sait ce que veulent dire ces deux mots, âme et corps, où l'une finit, où l'autre commence. Nous sentons des forces, et puis c'est tout. Le matérialisme et le spiritualisme pèsent encore trop sur la science de l'homme pour que l'on étudie impartialement tous ces phénomènes. L'anatomie du cœur humain n'est pas encore faite. Comment voulez-vous qu'on le guérisse? Ce sera l'unique gloire du XIXe siècle que d'avoir commencé ces études. Dans la lettre suivante, étrange lettre de consolation, Flaubert atteint un ton qui tient le milieu entre son habituelle colère et une espèce de sérénité dont on pourrait, sous l'amertume et le scepticisme, retrouver la présence dans le dernier chapitre de l'éducation sentimentale. L'humanité maintenant est exactement comme vous. Le sang du Moyen-Âge palpite encore dans ses veines et elle aspire le grand vent des siècles futurs qui ne lui apporte que des tempêtes. Et tout cela parce qu'on veut une solution. Oh, orgueil humain. Une solution, le but, la cause. Mais nous serions odieux si nous tenions la cause. Et à mesure que nous irons, elle se reculera indéfiniment, parce que notre horizon s'élargira. Plus les télescopes seront parfaits, plus les étoiles seront nombreuses. Nous sommes condamnés à rouler dans les ténèbres et dans les larmes. Imaginez un homme qui, avec des balances de 1000 coudées, voudrait peser le sable de la mer. Quand il aurait rempli ses 2 plateaux, il déborderait et son travail ne serait pas plus avancé qu'au commencement. Toutes les philosophies en sont là. Elles ont beau dire, il y a un poids cependant. Il y a un certain chiffre qu'il faut savoir, essayons. On élargit toujours les balances, la corde casse, et toujours ainsi, toujours. Parfois, pourtant, Flaubert ne trouve à donner à celle qui lui demande son aide que l'écho de ses propres regrets, de sa propre nostalgie.
Le fragment suivant tranche de façon frappante sur le ton de la lettre précédente. Sa mélancolie ramène le lecteur au temps de novembre et des mémoires d'un fou. Comment s'est passée votre jeunesse? La mienne a été fort belle, intérieurement. J'avais des enthousiasmes que je ne retrouve plus, hélas. Des amis qui sont morts ou métamorphosés. Une grande confiance en moi, des bonnes d'âme superbes, quelque chose d'impétueux dans toute ma personne. Je rêvais l'amour, la gloire, le beau. J'avais le cœur large comme le monde et j'aspirais tous les vents du ciel. Et puis peu à peu, je me suis racorni, usé, flétri. Oh, je n'accuse personne que moi-même. Je me suis abîmé dans des gymnastiques sentimentales insensées. J'ai pris plaisir à combattre mes sens et à me torturer le cœur. J'ai repoussé les ivresses humaines qui s'offraient. Acharné contre moi-même, je déracinais l'homme à deux mains pleines de force et d'orgueil. De cet arbre au feuillage verdoyant, je voulais faire une colonne toute nue pour y poser tout en haut, comme sur un autel, je ne sais quelle flamme céleste. Voilà pourquoi je me trouve à 36 ans si vide et parfois si fatigué. Tout au long de cette longue correspondance qui s'échelonne sur 12 volumes, se dessine le double mouvement qui caractérise la démarche intérieure de Flaubert, mouvement d'amour et de sympathie qui le porte à défendre et à excuser ses proches, ses amis, les grands hommes qui l'admirent et les artistes qui, comme lui, luttent pour leur art, mouvement d'indignation, de colère, voire de haine, pour tout ce qui s'oppose à ce qu'il aime et admire, et qui, dans sa terminologie, n'a qu'un nom, le bourgeois. Au sujet de ce mot de bourgeois qui revient sans cesse sous la plume de Flaubert, avec toutes les nuances de la haine et du dégoût, il convient de remarquer que depuis les romantiques, le contenu affectif du mot déborde de toutes parts le concept précis qu'il recouvre. Pour Flaubert, comme pour Pétrus Borel et le Cénacle de Théophile Gautier, est bourgeois tout ce qui pense bassement. C'est-à-dire que le membre ordinaire de la bourgeoisie est évidemment un bourgeois au sens romantique du mot, mais il n'est pas le seul à l'être. Sont bourgeois absolument la bassesse du cœur, la vulgarité de la pensée, la tiédeur des sentiments, l'incompréhension du beau. L'appartenance à cette bourgeoisie du cœur et de l'esprit n'est donc pas seulement une affaire de classe sociale ou de profession, le bourgeois est partout, même dans le peuple, et il prend aux yeux de Flaubert une telle extension qu'il finit par s'identifier complètement à toute une époque, le XIXe siècle, et à tout un pays, la France. Choisir les lettres où Flaubert laisse éclater son mépris du bourgeois n'est pas chose facile. Il n'y en a guère où il n'explose sous quelque prétexte, quand ce serait en s'éloignant de son sujet et pour se soulager le cœur. Le bourgeois est à la fois l'ennemi et la tête de Turc, l'épouvantail et le mal. Il est trop bien peint dans toute l'œuvre de Flaubert pour qu'il soit besoin de préciser son visage. Nous nous bornerons à citer quelques fragments particulièrement violents. Nous ne profiterons de rien, nous sommes seuls. Seuls comme le bédouin dans le désert. Il faut nous couvrir la figure, nous serrer dans nos manteaux et donner tête baissée dans l'ouragan, et toujours, incessamment, jusqu'à notre dernière goutte d'eau, jusqu'à la dernière palpitation de notre cœur. Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la merde à la bouche comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le 19e siècle, comme on dore de bouse de vache les pagodes indiennes. Et qui sait, cela durera peut-être. Il ne faut qu'un rayon de soleil, l'inspiration d'un moment, la chance d'un sujet. L'infinie stupidité des masses me rend indulgent pour les individualités, si odieuses qu'elles puissent être. Je viens d'avaler les 6 premiers volumes de Buchet et Roux. Ce que j'en ai tiré de plus clair, c'est un immense dégoût à l'encontre des Français. A-t-on été ineptes de tout temps dans notre belle patrie? Pas une idée libérale qui n'ait été impopulaire. Pas une chose juste qui n'ait scandalisé. Pas un grand homme qui n'ait reçu des pommes cuites ou des coups de couteau. Histoire de l'esprit humain, histoire de la sottise humaine, comme dit M. de Voltaire. L'infinie stupidité des masses me rend indulgent pour les individualités, si odieuses qu'elles puissent être. On reconnaît à cette phrase l'esprit aristocratique par excellence, pour qui l'immense majorité des hommes n'est qu'un troupeau méprisable, au-dessus duquel vit et lutte une élite peu nombreuse et isolée. Mais là encore, le terme d'aristocratie ne peut être entendu comme s'appliquant à une classe sociale déterminée. Il contient bien plus une véritable vision du monde, laquelle, bien entendu, ne laisse pas d'avoir des conséquences dans l'ordre de la vie pratique. C'est un aristocrate de la pensée que Flaubert tonne contre la démocratie. La démocratie étant pour lui l'un des attributs du bourgeois.
Si la démocratie est menaçante, c'est peut-être parce qu'elle incarne le flot de vie instinctive et incontrôlée que Flaubert voulait faire tarir en lui. Elle est donc à la fois symbole et réalité. Symbole du grand risque que courent les forces spirituelles quand les forces naturelles sont déchaînées, mais réalité aussi, celle de l'histoire et des événements actuels que Flaubert ramène à un signe, et à un signe de mauvais augure. De sorte que l'attitude de Flaubert, qu'il faut bien appeler réactionnaire au point de vue politique, serait une forme spontanée de sa méfiance à l'endroit de l'avenir et de son refus du présent. Chaque fois qu'un événement se propose, Flaubert y voit l'annonce qu'un état de choses actuel va finir, et bien que cet état de choses lui soit odieux, du seul fait qu'il va finir, il est rejeté dans le passé, et par là préférable à tout devenir éventuel. C'est parce que je crois à l'évolution perpétuelle de l'humanité et à ses formes incessantes que je hais tous les cadres où on veut les fourrer de vive force. Tous les plans que l'on rêve pour elle. La démocratie n'est pas plus son dernier mot que l'esclavage ne l'a été, que la féodalité ne l'a été, que la monarchie ne l'a été. L'horizon perçu par les yeux humains n'est jamais le rivage, parce qu'au-delà de cet horizon, il y en a un autre, et toujours. Ainsi, chercher la meilleure des religions ou le meilleur des gouvernements me semble une folie niaise. Le meilleur pour moi, c'est celui qui agonise, parce qu'il va faire place à un autre. Ainsi s'explique le prophétisme constamment pessimiste de Flaubert, qui semble n'avoir perçu aucune lumière possible pour l'avenir, et surtout pour l'avenir des gens comme lui, qu'il sent éternellement à part et sacrifié. Je suis convaincu que nous entrons dans un monde hideux, où les gens comme nous n'auront plus leur raison d'être. On sera utilitaire et militaire, économe, petit, pauvre, abject. La vie est en soi quelque chose de si triste qu'elle n'est pas supportable sans de grands allègements. Que sera-ce donc quand elle va être froide et dénudée? Le Paris que nous avons aimé n'existera plus. Je ne désespère pas de l'humanité, mais je crois que notre race est finie. C'en est assez pour être triste. Si j'avais 20 ans de moins, je reprendrais courage. Si j'avais 20 ans de plus, je me résignerais. Pareille manière de concevoir la valeur des événements devait marquer les idées de Flaubert sur la politique de son temps. Ainsi, devant tout mouvement qui provoque la haine ou l'enthousiasme de ses contemporains, qu'il s'agisse d'une guerre ou d'une révolution, il ne ressent que du dégoût, car il ne peut voir de tous côtés qu'aveuglement sur le sens réel de la vie. Au moment où la guerre de 1870 éclate, l'enthousiasme guerrier des Français lui paraît une monstruosité. Mais nullement parce qu'il peut lui opposer une philosophie politique révolutionnaire, bien plutôt parce qu'il ne peut rien partager avec personne. Voici un fragment de lettre écrite à George Sand dans les premiers jours de la guerre de 1870. Moi, je suis écœuré, navré par la bêtise de mes compatriotes. L'irrémédiable barbarie de l'humanité m'emplit d'une tristesse noire. Cet enthousiasme, qui n'a pour mobile aucune idée, me donne envie de crever pour ne plus le voir. Le bon Français veut se battre primo parce qu'il se croit provoqué par la Prusse, secondo parce que l'état naturel de l'homme est la sauvagerie, tertio parce que la guerre contient en soi un élément mystique qui transporte les foules. En sommes-nous revenus aux guerres de race? J'en ai peur. L'effroyable boucherie qui se prépare n'a pas même un prétexte. C'est l'envie de se battre, pour se battre. Je pleure les ponts coupés, les tunnels défoncés, tout ce travail humain perdu. Dans la lettre suivante, toujours adressée à George Sand, et où il compare les désastres de l'invasion prussienne à ceux de la Commune, Flaubert révèle des contradictions de sa pensée dont il ne semble pas se soucier. Quel échec peut-il reprocher au socialisme, puisque, à ses yeux, aucune doctrine fondée sur le progrès ne saurait contenir la moindre parcelle de vérité, ni le moindre espoir de réussite? C'est par une contradiction du même ordre qu'il rejette la démocratie tout en se faisant, par nécessité, le champion de ses conquêtes les plus élémentaires, liberté de la presse, de l'expression, etc., et qu'il s'indigne de la sauvagerie des lettrés prussiens, alors qu'il ne devait rien attendre d'une culture dont il fait plus que douter. Encore une fois, il s'agit là bien moins d'une pensée rigoureuse, désireuse de rester dans l'impartialité scientifique, que d'une attitude passionnelle, reflétant toute une manière de sentir. Ce qui exaspère Flaubert dans les doctrines nouvelles, c'est avant tout leur prétention à atteindre et à communiquer une certitude dogmatique, de sorte que pour lui, socialisme et catholicisme, par exemple, se rejoignent dans l'erreur. Contrairement à la vie générale, je ne trouve rien de pire que l'invasion prussienne. L'anéantissement complet de Paris par la Commune me ferait moins de peine que l'incendie d'un seul village par ces messieurs qui sont charmants, etc. Ah, les docteurs ès-lettres se livrant à un pareil métier et obéissant à une pareille discipline, voilà qui est nouveau et impardonnable.
Quant au socialisme, il a raté une occasion unique, et le voilà mort pour longtemps. Le mysticisme l'a perdu, car tout ce qui se fait à Paris est renouvelé du Moyen-Âge. La Commune, c'est la Ligue. Je suis indigné de plus en plus contre les réformateurs modernes qui n'ont rien réformé. Tous, Saint-Simon, Leroux, Fourier, Proudhon, sont engagés dans le Moyen-Âge jusqu'au cou. Tous, ce qu'on n'a pas observé, croient à la révélation biblique. Mais pourquoi vouloir exprimer des choses incompréhensibles? Expliquer le mal par le péché originel, c'est ne rien expliquer du tout. La recherche de la cause est anti-philosophique, anti-scientifique. Et les religions en cela me déplaisent encore plus que les philosophies, puisqu'elles affirment la connaître. Que ce soit un besoin du cœur, d'accord. C'est ce besoin-là qui est respectable, et non des dogmes éphémères. Si nous avons insisté sur la tonalité affective de l'attitude de Flaubert, c'est parce que le ton qu'il emploie dans ses lettres est souvent plus convaincant que les arguments développés et plus vivant que les idées. Mais il ne s'ensuit pas, faut-il le dire, que la pensée de Flaubert se réduise à des sentiments vagues ou à de simples élans. Elle est bien au contraire le résultat d'une recherche longue et douloureuse qui, à elle seule, est une justification. Car on comprendrait mal l'extrême sévérité de Flaubert à l'égard de son temps si l'on oubliait qu'elle est fondée sur une expérience personnelle au plus haut point douloureuse, celle d'un chercheur acharné qui ne cherche sa récompense que dans l'effort lui-même. Si Flaubert est plein de mépris pour ceux qui croient avoir trouvé une solution ou une loi, c'est qu'il sait que toute vraie recherche n'aboutit qu'à une certitude, à savoir que toute vérité est incommunicable. La phrase bien connue « La bêtise consiste à vouloir conclure » est sans doute le résumé le plus frappant que Flaubert ait jamais donné de sa pensée. Chaque fois qu'il a entendu exprimer quelque part la même horreur de la conclusion, il a vibré de tout son être. Et ce n'est point par hasard que Spinoza est l'un des hommes qu'il admirait le plus, le seul philosophe même qu'il juge l'égal des poètes. Vous n'avez pas compris le sens de mon indignation. Je ne m'étonne pas des gens qui cherchent à expliquer l'incompréhensible, mais de ceux qui croient avoir trouvé l'explication, de ceux qui ont le bon Dieu ou le non-Dieu dans leur poche. Eh bien oui, tout dogmatisme m'exaspère. Bref, le matérialisme et le spiritualisme me semblent deux impertinences. Tous ignorants, tous charlatans, tous idiots, qui ne voient jamais qu'un côté d'un ensemble. Et j'ai relu pour la 3e fois de ma vie tout Spinoza. Cet athée a été selon moi le plus religieux des hommes, puisqu'il n'admettait que Dieu. Me faites comprendre cela, messieurs les ecclésiastiques et aux disciples de Cousin. On donnerait de la correspondance de Flaubert une image entièrement fausse et une image inutile si on lui restituait son caractère essentiel de longues conversations sur l'art où tout le reste, en fin de compte, apparaît comme une digression. Car le but ultime, le réceptacle de toutes les énergies que Flaubert a voulu sans cesse retenir et condenser en lui, la grande compensation qui lui tient lieu à la fois de femme, de famille, de foi religieuse, la récompense terrifiante de toute une vie volontairement mutilée, c'est l'art. L'art que Flaubert n'hésite pas à écrire avec la majuscule qui symbolise sa dévotion. Si l'on avait encore des doutes sur l'extraordinaire valeur compensatrice de l'art pour Flaubert, la lettre suivante, adressée à Louise Collet en 1852, pourrait suffire à les lever. Ne nous lamentons sur rien. Se plaindre de tout ce qui nous afflige et nous irrite, c'est se plaindre de la constitution même de l'existence. Nous sommes faits pour la peindre, nous autres, et rien de plus. Soyons religieux. Moi, tout ce qui m'arrive de fâcheux, en grand ou en petit, fait que je me resserre de plus en plus à mon éternel souci. Je m'y cramponne à 2 mains et je ferme les 2 yeux. À force d'appeler la grâce, elle vient. Dieu a pitié des simples. Et le soleil brille toujours pour les cœurs vigoureux qui se placent au-dessus des montagnes. Je tourne à une espèce de mysticisme esthétique, si les 2 mots peuvent aller ensemble. Et je voudrais qu'il fût plus fort. Quand aucun encouragement ne nous vient des autres, quand le monde extérieur vous dégoûte, vous alanguit, vous corrompt, vous abrutit, les gens honnêtes et délicats sont forcés de chercher en eux-mêmes, quelque part, un lieu plus propre pour vivre. Si la société continue comme elle va, nous reverrons, je crois, des mystiques, comme il y en a eu à toutes les époques sombres. Ne pouvant s'épancher, l'âme se concentrera. Le temps n'est pas loin où vont revenir les langueurs universelles, les croyances à la fin du monde, l'attente d'un Messie. Mais la base théologique manquant, où sera maintenant l'appui de cet enthousiasme qui s'ignore? Les uns chercheront dans la chair, d'autres dans les vieilles religions, d'autres dans l'art. Et l'humanité, comme la tribu juive dans le désert, va adorer toutes sortes d'idoles.
Nous sommes, nous autres, venus un peu trop tôt. Dans 25 ans, le point d'intersection sera superbe aux mains d'un maître. Alors la prose surtout, forme plus jeune, pourra jouer un symbole humanitaire formidable. Des livres comme le Satyricon et l'Andor peuvent revenir, ayant en débordement psychique tout ce que ceux-là ont eu de débordement sensuel. On pourrait s'étonner de voir Flaubert contredire pour une fois son pessimisme habituel et entrevoir dans le domaine de l'art un progrès qu'il dénie à toute autre activité humaine. Mais n'est-ce pas là justement la preuve d'une solidarité vibrante, constante avec l'art, ressentie comme la vie même, en dehors de toutes les spéculations abstraites? S'il y a pour Flaubert quelque chose qui reste, quoi qu'il arrive, bouillonnant de vie, c'est bien la création littéraire et l'état exceptionnel qu'elle suppose. Cet état, Flaubert sent qu'il se rapproche de la folie sans pouvoir se confondre avec elle. N'assimilez pas la vision intérieure de l'artiste à celle de l'homme vraiment halluciné. Je connais parfaitement les deux états. Il y a un abîme entre eux. Dans l'hallucination proprement dite, il y a toujours terreur. Vous sentez que votre personnalité vous échappe. On croit que l'on va mourir. Dans la vision poétique, au contraire, il y a joie. C'est quelque chose qui entre en vous. Il n'en est pas moins vrai qu'on ne sait plus où l'on est. Souvent, cette vision se fait lentement, pièce à pièce, comme les diverses parties d'un décor que l'on pose. Mais souvent aussi, elle est subite, fugace, comme les hallucinations hypnagogiques. Quelque chose vous passe devant les yeux. C'est alors qu'il faut se jeter dessus, avidement. On voit combien ces paroles de Flaubert contredisent l'image qu'on se forme généralement de sa littérature, qui serait une construction raisonnée, partant avant tout d'une observation froide et somme toute malveillante du monde et de la nature. L'observation n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la vision primordiale et le travail de discipline accompli sur elle par l'intelligence. La vision elle-même n'est pas le beau. Elle ne le devient que soumise à une loi plus haute qu'elle, et impersonnelle. Si les idées de Flaubert relèvent souvent plus d'un mysticisme esthétique que d'une pensée claire, il lui arrive aussi de développer sa conception du beau avec une rigueur et une clarté qui rend toute analyse superflue. Je me souviens d'avoir eu des battements de cœur, d'avoir ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de l'Acropole. Un mur tout nu. Celui qui est à gauche quand on monte au propylée. Eh bien, je me demande si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire le même effet. Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le poli de la surface, l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il pas une vertu intrinsèque, une espèce de force divine, quelque chose d'éternel comme un principe? Je parle en platonicien. Ainsi, pourquoi y a-t-il un rapport nécessaire entre le mot juste et le mot musical? Pourquoi arrive-t-on toujours à faire un vers quand on resserre trop sa pensée? La loi des nombres gouverne dans les sentiments et les images. Et ce qui paraît être l'extérieur est tout bonnement le dedans. Le club d'essai de la radiodiffusion française proposait L'art et la vie de Gustave Flaubert, cette nuit 3e partie, Gustave Flaubert à travers sa correspondance. Fernand Ledoux était Gustave Flaubert, une émission de Marthe Robert.